pour ceux qui ont... Alors, bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ont encore donc activé leur webcam, donc merci de le désactiver. Pareil, le micro. Donc, le principe, c'est qu'on présente, donc on commence avec la présentation et pendant les questions de réponse, vous pouvez éventuellement intervenir avec la prise de parole avec le micro. Mais pendant la présentation, on ne va pas traiter des questions. Par contre, vous pouvez bien évidemment poser vos questions donc, sur l'onglet discussion. Donc, on essaie de les, si vous avez des questions au fil de l'eau, vous pouvez les poser et on essaie de les traiter à la fin lors des questions, la partie questions-réponses. Alors, il est 18h05. On est à 41 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui attendent encore, Bastien? Non, je les accepte au fur et à mesure. Okay. Donne-moi juste une minute, je vais voir si je peux appeler le professionnel qui est avec nous. Ouais. Donc, pour ceux qui sont déjà connectés, donc il y a un installateur avec nous de la société E2S. Donc, le monsieur qui fait partie de notre réseau des professionnels, mais on ne le voit pas encore dans la liste. Du coup, on aimerait bien de commencer. Donc, il est avec nous. Sinon, peut-être il se connecte pour la présentation. Alors, par rapport à la présentation et par rapport au... Donc, on a prévu de vous envoyer bien évidemment la présentation en PDF et on va enregistrer la présentation et on va les mettre sur YouTube. Donc, vous pouvez toujours pour ceux qui ne sont pas là ce soir, pourtant inscrits, ou si vous devrez partir plus tôt, vous pouvez toujours revoir donc, notre webinaire sur YouTube. Si je ne me trompe pas, le professionnel de E2S est arrivé également. D'accord, ok. Oui, bonjour, Anthony Sequeira. Ah, parfait. Oui, bonjour, merci. Merci que vous êtes là. Donc, pour moi, on peut commencer. Hein. Allez, on y va. On est à une cinquantaine de participants, donc on peut y aller. Donc, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour notre atelier en ligne. Donc, ce soir, sur changer sa vieille chaudière sereinement. Donc, on est une cinquantaine. On va commencer donc la présentation. Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation dans l'onglet discussion et on essaie de les traiter à la fin pendant la partie questions-réponses. Et voilà, c'est parti. Donc, ce soir, c'est Bastien de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise et moi, Johannes Schank de la Maison Énergie du Pays d'Aix et accompagné par une professionnelle, donc un installateur de la société E2S qui va se présenter vers la fin du webinaire. Donc, il y a déjà une question. Combien du temps? On est a priori autour d'une heure, mais pas plus, selon le nombre de questions. OK. Donc, on vous propose ce dérouler. Donc, d'abord, un petit point sur nous, les enjeux, donc un peu le contexte, quelques principes de base, et ensuite, on va approfondir donc les solutions de remplacement ainsi que les aides financières et la dernière partie, donc la possibilité pour vous de poser vos questions spécifiques par rapport au sujet. Slide suivant.
Si je peux juste compléter, Johannes, le professionnel qui est avec nous donc, se présentera juste à la fin de la présentation avec son entreprise. Et l'objectif des questions-réponses à la fin de ce webinaire, ce sera également que vous puissiez lui poser des questions techniques si vous en avez, puisque lui sera plus à même d'y répondre. Effectivement, merci. Alors, le service public de la rénovation, donc nos deux structures associatives avec l'ADIL, donc l'Agence départementale d'information sur le logement, on représente ce qu'on appelle le service public de la rénovation, donc des structures que vous trouverez sur toute la France quasiment. Donc nous, on couvre donc le territoire de la métropole. Et pour la partie juridique fiscale, c'est plutôt l'ADIL. Et sur les aspects financiers, techniques, etc. et contact avec les artisans. Donc, c'est avec nous, aux deux structures. Sur la slide suivante, on voit bien donc, la carte. Ma structure, donc la Maison Énergie, donc on couvre le Pays d'Aix et le Pays Salonnais. L'agence, donc l'ALEC de la métropole marseillaise couvre donc la métropole marseillaise plus le Pays d'Aubagne. Et il y a également un service au sein de la métropole de Istres-Ouest Provence que vous pouvez contacter si vous êtes sur ce territoire. Donc, nous, on propose, juste pour revenir en arrière, nous, on propose donc un accompagnement des particuliers sur toutes les questions techniques, etc. Aujourd'hui, vous pouvez donc avoir du conseil à distance. Vous pouvez aussi également, selon l'ampleur du projet, profiter des visites à domicile. Ça dépend, comme j'ai évoqué, selon l'ampleur du projet. On peut aujourd'hui aussi vous accompagner sur place chez vous dans votre maison. Et au-delà, on organise donc des activités, des animations comme ce soir, des conférences, des salons, des actions avec des pros, etc. Dans le but de vous aider. Slide suivante. Et aujourd'hui, donc, sous un seul numéro, le numéro unique de la métropole. Donc, et voilà. Donc, je commence avec les enjeux. Changer son système de chauffage, c'est aussi dans le contexte un peu, je veux dire, énergétique et politique. Donc, vous avez non seulement le réchauffement climatique, pour lequel il faut trouver les solutions. Les réponses aujourd'hui, ça se joue aussi sur le choix de comment on se chauffe. Si vous avez, depuis plus qu'un mois, on est dans une crise politique d'une guerre qui a aussi des impacts sur les coûts des énergies. Donc, on parle de hausse du gaz, vous avez vu les hausses à la pompe. Donc, tout ça, c'est, je veux dire, des enjeux, le contexte. Sur la partie donc toute la partie résidentielle, donc tertiaire, il y a à peu près plus de 40% de la consommation énergétique de base, donc un volet sur lequel il faut absolument agir pour trouver des réponses pour l'avenir. Donc, sur la slide suivante, vous trouverez, donc vous voyez à peu près les sources d'énergie. Donc, parmi le gaz et le fuel, c'est quand même encore très présent. Lors des visites à domicile, on voit beaucoup de personnes encore dans la région qui sont encore équipées des systèmes plutôt vétustes, anciens, gaz en propane, voire chaudière au fuel. Donc, plutôt cher, plutôt contraignant. Et sur la slide suivante, vous avez aussi forcément, avec ces modes de chauffage, vous avez des impacts environnementaux sur les émissions des gaz à effet de serre, donc notamment par la partie bâtiment, sur lequel il faut agir. Alors, ce soir, sur la slide suivante, on va parler principalement du remplacement des systèmes anciens. Donc, vous avez peut-être entendu qu'il y aura donc bientôt une interdiction d'installer des nouvelles chaudières au fioul à partir du 1er juillet. Si vous avez encore une chaudière au fioul, aujourd'hui, vous avez donc encore la possibilité de la réparer. Mais pareil pour la partie aide financière, il y a des signes qu'on croit que le chauffage au fioul,
ça n'a pas d'un avenir très intéressant. Non seulement parce que c'est bien interdit de réinstaller de nouvelles chaudières, mais aussi qu'il y a des aides spécifiques pour se débarrasser de la vieille chaudière au fioul. Donc, ça, c'est pour vous encourager. Donc, aujourd'hui, sur le principe de fonctionnement, on va parler du chauffage central pour ceux qui sont concernés. Sur la manière générale, donc transmission de chaleur, vous êtes probablement conscient de ça. Donc, vous avez différentes manières que la chaleur se transmet via un chauffage central, donc par rayonnement, les ondes émises par la source chauffante. Vous avez la convection et vous avez la conduction. Donc ça, c'est un peu le principe de base. Sur la slide suivante, donc ça, c'est un schéma très simplifié d'un réseau de chauffage central. Vous avez donc la chaudière, vous avez donc le combustible, ça peut être gaz de ville, propane, fuel, autre. Et ensuite, c'est distribué via un réseau, un circuit d'eau, avec généralement une température, si c'est des radiateurs classiques en fente, plutôt autour de 70 voire plus. Donc, avec en termes d'efficacité des systèmes, je dirais plutôt, ils fonctionnent. C'est comme la vieille voiture et diesel, ça roule, mais c'est pas très performant ni très écologique. Et voilà sur la partie base. Donc ensuite, si on prend un peu le logement, nous, lors des visites à domicile, on recommande d'une manière générale de renforcer bien évidemment l'isolation pour améliorer le confort. Parce que si vous avez une pièce non isolée, contrairement à une pièce isolée, donc sur le côté droite, vous avez la différence que même si vous arrivez de chauffer la température ambiante de 20 degrés, le ressenti ne sera pas pareil. Donc, à côté d'une paroi froide qui n'est pas isolée, du coup, vous avez tendance de chauffer beaucoup plus pour avoir à peu près une sensation de confort. Et du coup, ça va se jouer sur ce que vous dépensez à la fin du mois pour vous chauffer. Et voilà. Ensuite, donc, avant de remplacer la chaudière, aujourd'hui, il faut, dans une perspective, une approche qu'on appelle globale, on recommande bien évidemment d'isoler d'abord la maison et ensuite, ça a sauté, Bastien. On est ouais. Encore, ouais, là on est bien. Et ensuite, donc améliorer l'étanchéité, prévoir toujours une ventilation pour garder, donc pour permettre une meilleure qualité de l'air, et ensuite d'adapter les systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, selon vos besoins. Donc, on est bien d'accord. Imaginons que vous changez aujourd'hui à votre vieille chaudière au fioul et pourtant votre maison, c'est plutôt une passoire thermique. Peut-être dans un deuxième temps, après d'avoir changé contre, par exemple, une pompe à chaleur, vous envisagez une isolation de votre maison. Et du coup, vous vous trouverez avec beaucoup moins de besoins. Donc, c'est délicat à ce moment-là de trouver, de réadapter l'appareil à vos besoins. Donc, ce sera plutôt idéalement à l'envers ou sur la slide suivante. Si vous devez à tout prix changer la chaudière parce qu'elle est tombée en panne ou elle est très vétuste, peut-être prévoir que le nouveau appareil matériel peut s'adapter, donc chaudière à puissance modulante, etc. Et du coup, pour idéalement prévoir en même temps ou dans peu de temps après des travaux d'isolation notamment. Ça, c'est bon, pour certains, c'est une évidence, mais il ne faut pas oublier que le meilleur logement peu énergivore et confortable, c'est une maison bien évidemment bien isolée, indépendant du mode de chauffage que vous choisissez. Et voilà. Donc, sur la slide suivante, on va donc commencer donc avec les solutions de remplacement. Je laisse la parole à Bastien. Merci, Johannes.
Alors, donc au niveau des solutions de remplacement, comme vous le voyez sur la slide, il y a diverses solutions, hein. Il y a forcément la solution chaudière, donc vous pouvez remplacer votre chaudière actuelle par une nouvelle chaudière. Donc le fioul est rayé évidemment, puisqu'il sera interdit d'en remettre une à partir du 1er juillet 2022. Les autres solutions, c'est quoi? C'est une chaudière au gaz, une chaudière électrique ou une chaudière à bois. Il y a aussi la solution pompe à chaleur, donc que ce soit une pompe à chaleur en aérothermie, donc une pompe à chaleur RR, ce qu'on appelle aussi les climatisations réversibles, ou une pompe à chaleur RO, par exemple, qui sera plus adaptée à votre système de chauffage central si vous en avez déjà en place, ou les pompes à chaleur en géothermie. On a également les systèmes solaires combinés, pour lesquels il va souvent y avoir besoin d'un appoint, comme ça peut être le cas pour les pompes à chaleur également. Et on a enfin le raccordement à un réseau de chauffage urbain. Donc là, on a évoqué un petit peu toutes les solutions. On va essayer de les voir un petit peu plus en détail, à commencer par les chaudières gaz. Donc vous avez à l'écran tout simplement le schéma de fonctionnement d'une chaudière standard, hein. Donc on voit qu'on va avoir dans un premier temps le gaz qui est mélangé avec l'oxygène au niveau du brûleur. Ensuite, c'est enflammé dans la chambre de combustion. La combustion, elle va générer de la vapeur, des fumées, et on récupère la chaleur. Ça transite dans l'échangeur et ça alimente votre circuit de chauffage. Donc ça, c'est le principe d'une chaudière classique. Une chaudière à condensation, c'est le même principe, simplement on va un peu plus loin, on va condenser les fumées par la suite, et en condensant les fumées, on récupère un peu plus de chaleur, ce qui améliore le rendement de la chaudière. Donc ça, c'est le principe d'une chaudière gaz. Vous aviez également, je reviens sur la slide, le prix moyen, en moyenne, une chaudière gaz, on va être entre 3 000 et 7 000 euros, donc 5 000 euros en moyenne, en sachant voilà, évidemment que ça va dépendre de vos circonstances, de la puissance de la chaudière, ça va dépendre du modèle, etc. Si c'est une chaudière à condensation ou non, évidemment. On continue rapidement sur les avantages, les inconvénients de ce type de système. Au niveau des avantages, forcément, le premier qu'on voit, c'est l'investissement, hein. C'est sûrement l'un des modes de chauffage qui va être les moins chers à l'achat. C'est aussi le fait que ce soit assez facile à mettre en place, c'est adaptable, c'est compact, c'est beaucoup moins imposant, par exemple, qu'une chaudière à granulés avec le silo, ou qu'une pompe à chaleur qui va avoir 2 modules. Donc ça va être facile à greffer sur un système existant, et il va avoir potentiellement une grande plage modulante. Au niveau des inconvénients, encore plus en ce moment, on le voit, hein, le prix du gaz qui est assez volatile, surtout vu les circonstances humanitaires du moment. Il y a besoin d'un abonnement au gaz, donc il faut payer, et d'un entretien annuel. Il y a besoin d'être raccordé évidemment au gaz de ville, et c'est émetteur de carbone. Donc vous avez rapidement une photo à l'écran, pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ça ressemble, même si j'en doute un petit peu. Donc, on va continuer sur les chaudières bois ou biomasse. Donc là, il y a 3 types de chaudières, les chaudières bûches, granulées ou plaquettes. Bien évidemment, elles peuvent être en automatique ou en manuel. Et pour les chaudières bois ou biomasse, il y a 2 conditions qui sont principales, forcément. C'est de pouvoir disposer d'un conduit de fumée ou installer la chaudière, ou alors pouvoir créer ce conduit de fumée si vous ne l'avez pas déjà en place, et d'avoir un espace suffisant. Donc, il y a une contrainte d'espace, d'une part pour installer la chaudière, et d'autre part pour pouvoir stocker le combustible. Souvent par le biais d'un silo qui peut être assez imposant en termes de surface. Ça peut être du 2 mètres carrés plus de la hauteur. Il faut avoir cet espace-là. Au niveau des avantages et inconvénients, à contrario de la chaudière gaz, les inconvénients, ça va être le prix qui va être beaucoup plus élevé. Donc l'espace, comme on vient de l'évoquer, et forcément, il y a toute une logistique d'approvisionnement, puisque vous allez devoir vous alimenter en granulés, en bûches ou en plaquettes. Et donc, il y a cette logistique-là à prendre en compte pour recharger votre chaudière. Au niveau des avantages, donc là, c'est inscrit à l'écran, le rendement homogène, donc c'est pas dépendant des conditions externes, comme ça peut l'être pour une pompe à chaleur, comme on va le voir après, notamment en aérothermie, hein. Le faible bilan carbone, bien évidemment, le peu de pièces mécaniques, le prix d'utilisation, puisqu'aujourd'hui le bois est une des énergies les moins coûteuses à l'utilisation, après le solaire, puisque c'est de l'énergie gratuite, et le fait qu'on revalorise les déchets forestiers. Je continue. Là aussi, vous avez donc une photo une photo où on se rend bien compte de la taille que peut avoir un silo pour une chaudière à granulés. Donc, on voit bien qu'il y a réellement une contrainte, ou du moins un critère d'espace à prendre en compte. Voilà, donc vous avez quelques explications, notamment sur l'acheminement automatique qui peut se faire via une vis sans fin, ou alors via une aspiration. Je vais pas m'aventurer là-dessus, hein, on pourra le voir dans les questions par la suite, si jamais vous avez des questions sur ce type de sujet, des questions un peu plus techniques. Donc si je continue, sur cette slide-ci, vous avez un peu les divers types de chaudières à bois.
donc à bûche, à plaquettes, à granulés, et des coûts. Alors, ce sont des coûts indicatifs à prendre avec des pincettes, bien évidemment, puisque comme pour les chaudières gaz, ça va réellement dépendre de vos conditions, de la puissance, du modèle, etc., etc. De la taille du silo, ça peut dépendre de vraiment de plein de choses, mais ça vous donne un ordre d'idée. On pourra revenir dessus également par la suite. Je ne vais pas rester sur la slide extrêmement longtemps. On va continuer. Hop. Donc, les pompes à chaleur. Alors, les pompes à chaleur, vous avez sur la droite, pareil, un ordre d'idée des prix moyens, donc pour une pompe à chaleur RO ou une pompe à chaleur OO, donc ce qu'on appelle en géothermie. Et donc, vous avez sur la gauche un petit peu le schéma de fonctionnement d'une pompe à chaleur. Donc, le principe, par exemple, le principe, c'est simple, notamment en aérothermie ou en géothermie, vous allez récupérer de la chaleur de l'extérieur, donc que ça provienne de l'air extérieur si on est en aérothermie, avec un climatiseur réversible, une pompe à chaleur RR ou une pompe à chaleur RO, ou du sol si on est en géothermie. Donc, vous récupérez la chaleur de l'air extérieur. Il y a un fluide frigorigène qui circule dans la pompe à chaleur. Ce fluide récupère la chaleur. On le fait passer dans un évaporateur, puis dans un compresseur. Il va monter en pression, en température. On le fait passer dans un condenseur, où là, du coup, on va récupérer la chaleur. Il va se condenser, et puis il continue son chemin vers le détendeur, où il redescend en pression et en température. Et ça continue comme ça. Donc, vous récupérez la chaleur de l'extérieur par le biais d'un fluide qui, lui, va alimenter vos différents radiateurs à eau, vos différents émetteurs ou votre plancher chauffant. Hop, je continue, les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, forcément, c'est que c'est assez facilement adaptable. C'est peu cher à l'utilisation puisque c'est un système de chauffage très performant. Néanmoins, il faut également prendre ça avec des pincettes. Ce sera très performant si vous avez un logement qui est correctement isolé. Si votre logement est, comme le disait Johannes, une passoire thermique, votre pompe à chaleur peut très vite passer de telle sorte que ça soit quasiment comme un convecteur électrique et donc vous n'allez pas retrouver la performance que vous aviez pour un logement performant. Un autre désavantage, ça va être la faible émission de carbone, bien évidemment. Au niveau des inconvénients, c'est le prix d'achat. Globalement, ça va être un petit peu moins cher que pour une chaudière à granulés, par exemple, mais ça va être plus cher qu'une chaudière gaz ou une chaudière à condensation. Il y a également le rendement, donc comme on le disait pour les pompes à chaleur en aérothermie, où on est très dépendant des conditions extérieures, puisqu'on vient puiser des calories dans l'air extérieur pour une pompe à chaleur RR ou RO. Et donc, il va falloir avoir un climat assez tempéré pour bien profiter des performances de la pompe à chaleur. Alors, ça va être le cas ici, ça va moins être le cas dans les régions un peu plus au nord de la France, où les hivers vont être plus rugueux et où des fois, vous allez devoir aller puiser dans la puissance de la pompe à chaleur, et donc on va encore une fois plus ressembler à un convecteur électrique qu'à un système performant. Donc il y a cette condition-là et un peu cet inconvénient d'être dépendant de l'extérieur. Il y a également la durée de vie et la maintenance. Je continue avec, comme pour les précédents, des images de modèles extérieurs et intérieurs. Et on passe au système solaire combiné. Donc là, vous voyez les panneaux solaires sur le toit de la maison sur cette petite photo. Vous avez aussi un ordre d'idée de ce à quoi ça peut correspondre en termes de surface. Donc on voit que 1 mètre carré de capteur, ça va correspondre à peu près à 10 mètres carrés chauffés en rénovation performante avec un système solaire combiné. Ce qui veut dire que, grosso modo, pour une maison de 100-120 mètres carrés, vous allez avoir besoin de 10-12 mètres carrés de capteur, à peu près, pour un système solaire combiné, en sachant qu'un capteur solaire thermique, ça va être environ 1,5-2 mètres carrés de surface. Donc, voilà, une maison de 100-120 mètres carrés, c'est 5-6 panneaux. Donc là, vous voyez un peu les deux principes de système solaire combiné à l'écran. Donc une installation, elle va se composer de diverses choses. Elle va se composer des panneaux solaires thermiques, elle va se composer d'un ballon d'eau chaude tampon, elle va se composer de circulateurs, de la tuyauterie forcément, des émetteurs que vous avez peut-être déjà en place, donc les radiateurs à eau ou le plancher chauffant, et d'une solution d'appoint, bien évidemment. Et donc on voit qu'il y a deux types de solutions. Soit les émetteurs, ils sont directement alimentés par la chaleur. Si je reprends le principe d'un système solaire combiné, c'est quoi? C'est vous avez des panneaux sur la toiture, il y a un fluide caloporteur qui circule dans ces panneaux, il récupère la chaleur du soleil et ce fluide derrière, il est transmis. Il est transmis dans votre circuit, soit il est transmis directement aux émetteurs, soit il passe par un ballon tampon et ensuite il est redirigé vers le circuit. Donc il y a ces deux systèmes-ci. Je reviens un petit peu sur des images. Donc là, vous voyez les panneaux thermiques sur une toiture. Sur l'image de gauche, donc on voit qu'il y a une certaine inclinaison à avoir, 45 degrés généralement, pour bien profiter de leur performance optimale.
Et il y a un certain nombre de panneaux. Donc là, en l'occurrence, on est sur 7 panneaux. Hop, je continue. Le coût de l'équipement, c'est un petit peu ce qui restreint les gens pour ce type de système. Les systèmes solaires combinés sont assez coûteux, comme on peut le voir, entre 1100 et 1300 € par capteur, par mètre carré de capteur, pardon. Donc on peut vite monter en coût. Néanmoins, voilà, ça peut être des systèmes qui sont intéressants, encore plus dans le coin, par rapport à certaines énergies différentes. Hop. Donc les avantages et les inconvénients, pardon. Les avantages, très peu cher à l'utilisation, forcément, on utilise l'énergie du soleil, donc c'est gratuit. C'est la solution la plus écologique de toutes, celle avec les plus faibles émissions en dioxyde de carbone, et on subit très peu l'inflation du prix des énergies, puisqu'il s'agit de l'énergie solaire. Au niveau des inconvénients, ça va être une eau à basse température, donc on va devoir changer nos émetteurs. Le ballon peut être volumineux, il faut de l'espace en toiture forcément pour poser les capteurs, ou alors ça peut également se faire au sol, je crois. Le coût à l'achat, et donc voilà, ces différentes conditions font que c'est un peu moins adaptable en rénovation, c'est un peu moins le cas pour les foyers. Et donc là, on a les autres types de chauffage. Alors pour la plupart d'entre vous qui assistez au webinaire, vous avez déjà peut-être en place une chaudière gaz ou une chaudière fioul. Donc vous avez déjà un système central en place. Ces systèmes-là, ils n'utilisent pas forcément le système central que vous avez en place. Votre poêle à bois, il ne va pas réutiliser les émetteurs que vous avez, comme une pompe à chaleur RR, un climatiseur réversible. Donc ça va être des systèmes un peu plus indépendants. C'est pour ça qu'on ne va pas insister longuement sur eux. À la limite, si vous avez des questions sur notamment la pompe à chaleur RR, on pourra y répondre dans les questions-réponses. C'est pour ça que l'artisan est là également, il peut vous aiguiller sur certains points. Mais nous, on ne va pas se focaliser sur cela, on s'est plutôt focalisé sur les systèmes centraux, comme ceux qu'on a évoqués précédemment. Et donc, si je continue, vous avez rapidement un Argus de l'énergie qui date de février 2022 et qui vous montre un peu, comme on l'a évoqué, le coût des différentes énergies. Donc, forcément, l'énergie solaire, elle est gratuite. Derrière, on a le bois bûche, la pompe à chaleur géothermique, les granulés de bois en vrac, la pompe à chaleur RO. Et puis, on va retrouver les énergies que vous connaissez tous, le fioul, le gaz, l'électricité, qui est ici actualisée à 17 centimes 60 le kilowattheure, le pétrole et la plus chère, le propane. Donc, on voit bien que si vous êtes au pétrole ou à l'électrique, il peut y avoir quand même un fort intérêt, du moins à l'utilisation, de passer sur quelque chose sur une énergie moins coûteuse à l'utilisation, d'autant plus si votre chaudière se fait vieillir. Je continue avec les aides financières. Alors, donc là, vous avez à l'écran le tableau des plafonds de ressources. Donc, pour les autres régions, c'est notre région, c'est toutes les régions sauf l'Île-de-France. Donc, rapidement, vous avez 4 catégories différentes, bleu, jaune, violet, rose. Et donc, vous pouvez rapidement vous situer. Il faut regarder vos revenus fiscaux de référence et le nombre de personnes qui sont dans votre foyer. Vous trouvez votre case et votre catégorie. Et c'est ça qui va déterminer les montants de primes, notamment pour MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', en suivant, donc, qui est une aide nationale qui subventionne certains types de travaux de rénovation énergétique, dont les systèmes de chauffage, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, on a mis les subventions pour les systèmes qu'on a évoqués aujourd'hui. C'est-à-dire les chaudières gaz à très haute performance énergétique, les pompes à chaleur RO, les pompes à chaleur géothermiques et les systèmes solaires combinés, ainsi que tous les systèmes de chaudière à bois. Deux choses que je vais commenter sur ce tableau, sans rentrer dans les détails. Au niveau des chaudières gaz à très haute performance énergétique, les primes que vous voyez aujourd'hui, donc de 1 200 € et de 800 € pour les modestes, sont amenées à disparaître. Il y a un arrêté qui est sorti. À la base, ils devaient les annuler pour le 15 avril, maintenant c'est prolongé, mais au 1er janvier 2023, il n'y aura plus les primes sur les chaudières gaz. Également, ce qui va changer au 15 avril prochain, c'est les primes pour les pompes à chaleur. Les primes pour les pompes à chaleur et je crois les chaudières également, qui vont augmenter normalement de 1 000 €. Alors, on n'a pas également beaucoup de précisions à ce sujet. On ne sait pas si ça augmentera de 1 000 € pour la catégorie des ressources supérieures, qui peut-être restera non éligible. Néanmoins, pour les catégories pour lesquelles il y a déjà des primes, ça devrait augmenter. Voilà. Donc, à partir du 15 avril, dès lors qu'on aura plus de nouvelles, on vous en dira plus. Pour le moment, il faudra faire avec cette information. Je continue. Au niveau de la seconde aide nationale à laquelle vous avez le droit, les certificats d'économie d'énergie, auxquels tout le monde a le droit. Les montants vont varier, donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fonction de votre catégorie. Donc, si vous êtes dans les modestes, donc dans une des deux premières catégories, les bleus ou les jaunes, vous allez avoir une prime plus importante que si vous êtes dans les catégories supérieures. Néanmoins, tout le monde y a le droit, à partir du moment où on est sur un système de chauffage performant parmi ceux qu'on a évoqués ensemble. Donc, ça va être des primes qui vont aller de 4 000 € à 2 500 € pour les ménages les plus supérieurs.
en sachant que la prime des certificats d'économie d'énergie, je vais peut-être préciser un petit peu le contexte, ce sont les fournisseurs d'énergie qu'on appelle les obligés et qui ont donc des obligations vis-à-vis de l'État de financer ce type de travaux de rénovation énergétique, sans quoi ils doivent payer une taxe carbone plus importante. Et donc, ils financent les travaux. Ce n'est pas forcément votre fournisseur d'énergie à vous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, votre fournisseur, c'est EDF, je dis ça à tout hasard, vous pouvez très bien aller faire plusieurs simulations, regarder une prime au niveau de Engie, de Total, de EDF, des trois, et choisir de recevoir la prime de la part d'Engie, parce que Engie aura des obligations différentes d'EDF, et donc vous proposera, je dis des bêtises, hein, mais 4 500 € au lieu des 4 000 minimum que EDF peut vous proposer. Donc, en fait, si jamais vous devez être amené à faire changer votre système de chauffage et à demander cette prime coup de pouce, cette prime des certificats d'économie d'énergie, pensez à faire plusieurs simulations sur Internet. Tous les fournisseurs ne vont pas vous proposer forcément le même montant de prime. Voilà, donc ça, c'était un fait. On pourra revenir dessus par la suite également. La troisième subvention à laquelle vous avez le droit, c'est, alors selon vos conditions de ressources, si vous êtes un foyer de 2 personnes ou plus, il faudra avoir des revenus fiscaux de référence en dessous de 55 000 €. C'est la prime du département des Bouches-du-Rhône, pour ceux qui y sont, donc Provence et Corénove, qui va financer 25% du montant des travaux avec un plafond de subvention à 3 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous installez demain une pompe à chaleur RO à 12 000 €, vous allez avoir le droit à 3 000 € de subvention. Si vous installez une pompe à chaleur mais qu'elle vous coûte 14 000 €, vous n'allez pas avoir le droit à plus de 3 000, ce sera quand même 3 000. Et à l'inverse, si vous installez une pompe à chaleur à 10 000 €, ben, ce sera 2 500 €. Donc voilà, on est sur ces trois subventions-là, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie avec les primes coup de pouce et la subvention des Bouches-du-Rhône. J'ai fait le tour. Je vous remets le numéro d'Allorénov Énergie, si jamais il y en a qui n'ont pas déjà ces coordonnées, pour pouvoir passer par notre service public de la rénovation et répondre à vos questions également, accompagner vos projets. Et je vais laisser la parole. Pas possible ça. Ah. Je vais laisser la parole au professionnel qui est avec nous aujourd'hui, s'il veut bien se présenter son entreprise avant qu'on passe aux questions-réponses. Oui, bonjour à tous. Donc, Anthony Sequeira de la société E2S. On est une société qui est basée à Saint-Cyr-sur-Mer. Et donc, on est spécialisé dans l'énergie du bâtiment, orienté énergie renouvelable. Donc, notamment l'énergie bois, pompe à chaleur et surtout solaire thermique, historiquement, qui est l'essence même de la société, quoi. Donc on rayonne dans toute la région PACA, que ce soit à niveau professionnel ou particulier. Pour le particulier, enfin, région PACA, ce sera plutôt professionnel, donc tout ce qui est résidence de plusieurs logements, enfin, des copros, etc. Pour du particulier, notre rayonnement, c'est plutôt, pour ce qui compte là pour la LEC, c'est plutôt Aix-Marseille-Aubagne, le triangle ici, quoi. Pour des projets un peu plus loin, il faudra voir au cas par cas. Donc voilà, je ne sais pas si quand vous voulez procéder au niveau des questions ou au niveau des questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par celles qui ont été écrites, puisqu'on a déjà des questions qui ont été évoquées au long du webinaire. Et puis voilà, après on va voir si c'est des questions qui sont techniques auxquelles vous pouvez répondre, on vous donnera la parole. N'hésitez pas à prendre la parole d'ailleurs. Et sinon, les questions, s'il y a des questions sur les aides financières auxquelles Johannes et moi pouvons répondre, on y répondra également. Ok. Tu veux lire les questions, Johannes, ou je commence? Oui, je peux, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des aides pour démontage de la cuve à fuel dans le cadre du changement? Oui. Oui, il y en a. Il y a MaPrimeRénov' qui finance le démontage de la cuve à fuel. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas affiché tout à l'heure, mais il y a des aides. Donc pour les très modestes, c'est 1 200 €, les modestes 800 € et 400 € pour la catégorie intermédiaire. Je précise juste un aspect Oui. important, c'est que quand vous changez une chaudière fuel par un autre type d'énergie, l'enlèvement et l'évacuation de votre Q-fuel est obligatoire. C'est quelque chose qui doit être fait obligatoirement, ne serait-ce que si un jour vous vendez votre maison avec une Q-fuel enterrée chez vous, elle doit être soit neutralisée, soit enlevée. Voilà. Donc c'est important d'avoir ça en tête et de ne pas se dire « ok, je le ferai plus tard ». Complètement. C'est important et c'est obligatoire de le faire. Voilà.
Ok, merci. Une autre question un peu plus spécifique qui touche un peu plus la partie copropriété. On souhaite changer nos vieilles chaudières dans nos immeubles anciens 3 étages. Chaque conduit vertical en fibrociment évacue 2 fois 3 chaudières égale 6. Alors, du coup, ça, c'est chaque appartement, si j'ai bien compris. La personne qui a posé la question, c'est Alexandre. Donc, si j'ai bien compris, donc c'est dans chaque appartement, il y a une chaudière au gaz. La personne peut peut-être préciser la question. Oui, il y a une chaudière au gaz. Les chaudières sont dans des niches. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si on vous entend. Ouais, on vous D'accord. entend. Les chaudières sont dans des niches qui sont installées en dehors de l'appartement et elles sont un conduit évacue par étage. Il y a 2 chaudières, donc évacue 2 chaudières par étage, donc 6 chaudières. Voilà le schéma rapidement dressé. Et on souhaiterait les changer. Et on ne sait pas si c'est plutôt le Banox qui serait à mettre en place ou alors des chaudières en condensation, gaz. Là, pour votre proposition, de ce que je comprends, il va falloir rester sur des chaudières gaz, parce que je Oui. pense que en termes d'encombrement, ça va être compliqué de passer sur autre chose, j'ai l'impression. Donc, il faudrait passer sur des chaudières gaz typiquement à condensation, quoi, à voir. Voilà. C'est un peu compliqué de vous répondre comme ça sans voir un peu l'installation, pour voir s'il y a d'autres solutions que ça, mais D'accord. ce que je comprends de votre installation existante, c'est parce que vous êtes au gaz actuellement, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est des chaudières murales, petites chaudières murales, quoi. C'est des chaudières classiques, murales, oui, oui, tout à fait. Ah, voilà. Typiquement, pour ce type d'installation, vous avez très peu d'espace. Alors, on a assez peu d'espace, effectivement, et pas suffisamment d'espace pour conserver le conduit existant et mettre un conduit pour des chaudières à condensation, c'est-à-dire un conduit métallique. Voilà. Et un conduit extérieur, éventuellement, peut-être. Alors, pour un conduit extérieur, il faut modifier, il faut faire des traversées de couloirs et aller installer le vertical dans une pièce qui est un annexe à chaque étage. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et la question se posait de savoir si on pouvait descendre le conduit métallique dans le conduit existant en fibrociment, en fait. Il faut voir en termes de diamètre si on passe ou pas, quoi, suivant la puissance de la chaudière et le type de chaudière. A priori, en regardant les diamètres alors c'est du 3 CEP, enfin je vous apprends rien là. A priori, en regardant les diamètres, ça passerait dans notre conduit. On a un conduit de 270 sur 270 et le conduit pour 3 CEP passerait. Je me permets de couper votre question. Donc, c'est une question très spécifique. D'accord. Parce que ça nécessite un échange directement avec un artisan, voire avec des photos si vous avez peut-être. Donc, D'accord. normalement, la société E2S, donc vous trouverez donc ces coordonnées surtout dans la présentation qu'on va envoyer. Donc, il y a moyen de faire appel à cette société pour avoir un peu quelques solution par rapport à votre problème. D'accord. Je propose Merci. qu'on continue, mais de rien. Alors, il y a une question qu'on a préconisé récemment les chaudières à haute performance énergétique, donc à condensation. Et la personne, donc Catherine Pax, s'interroge si c'est une direction qui devient plutôt obsolète selon les changements du gouvernement. Alors, nous, comment on peut dire, on a, bien évidemment, il y a les circonstances actuelles avec l'Ukraine. On peut, par rapport donc l'approvisionnement du gaz en France, c'est pas forcément le gaz de la Russie, c'est plus le gaz de la Norvège. Mais oui, effectivement, il y a deux facteurs qui vont jouer un peu sur l'avenir du gaz. Donc, c'est bien évidemment les prix, les impacts sur le prix de manière
mondiale et en France, mais il y a aussi la question, est-ce que le gouvernement souhaite, comme c'est le cas pour les chaudières au fioul, de renforcer, d'encourager les particuliers, voire de les obliger de se débarrasser de la chaudière au gaz, sachant que le gaz de ville, aujourd'hui, vous avez un réseau dans quasiment toutes les grandes villes et qui a quand même son utilité. Je sais qu'il y a des expérimentations du gaz dit artificiel. Moi, je viens d'Allemagne et en Allemagne, je sais que donc il y a les injections du gaz artificiel d'origine agricole ou des déchets. Ça, techniquement, c'est possible dans certaines mesures, mais après, on n'a pas plus de données si comment ça va s'évoluer. Bastien, tu veux ajouter quelque chose? Non, j'allais dire peut-être Monsieur Sequeira, vous en posez encore beaucoup des chaudières gaz à condensation aujourd'hui? Oui, bien sûr. Enfin, on en C'est pose quelque chose toujours, qui est régulier encore. c'est encore quelque chose qui est régulier. La raison est assez simple, c'est que souvent vous avez des logements qui ne peuvent pas faire autrement que par du gaz de ville. En fait, vous n'avez pas de place pour mettre ne serait-ce qu'une pompe à chaleur. Et donc chaque logement est adapté à un type d'énergie. Et si typiquement vous avez une maison individuelle où vous pouvez vous permettre de passer sur une autre énergie que le gaz, je vous encourage à le faire, ne serait-ce que pour passer des énergies fossiles. Après, forcément, il y aura forcément une part de personnes qui vivent dans les grandes villes qui auront vraiment beaucoup de mal à se passer du gaz. Après, le gaz, à l'avenir, on espère qu'il sera de moins en moins fossile et plus issu d'autres sources, quoi. Mais le réseau gaz perdurera encore quelques années, quoi. Après, ce qu'on va injecter dans le réseau gaz sera différent. De moins en moins du gaz à énergie fossile, quoi. Du coup, on en revient à la seconde question de Madame Pax, qui est si les pompes à chaleur RR, j'imagine, qui ne font pas de la bonne chaleur, est-ce qu'il y a des alternatives? La pompe à chaleur RR, ça dépend par rapport à qu'est-ce qu'on va changer en fait. Est-ce qu'on va changer des convecteurs électriques ou est-ce qu'on va changer un réseau de chauffage central? Si on change un réseau de chauffage central, j'aurais tendance à vous dire ne passez pas sur une pompe à chaleur RR parce que vous allez perdre en confort thermique, clairement. Si vous êtes sur des convecteurs électriques et que vous passez sur une pompe à chaleur RR, votre confort thermique ne va pas trop changer. Par contre, vous allez surtout baisser votre facture énergétique de par les rendements des pompes à chaleur. Je ne sais pas si c'était exactement la question que vous voulez poser. Si, ça me paraît être une bonne réponse pour le coup. Jeunesse, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Non. Ok. On continue avec Dominique Chevreau. Elle hésite entre une pompe à chaleur RO et une chaudière à granulés de bois. Comment avoir un avis en dehors d'un installateur spécialisé de l'un ou l'autre? Comment avoir la liste des installateurs? Alors, la liste des installateurs, on pourra vous l'envoyer. On pourra vous l'envoyer. Je ne sais pas si vous êtes déjà en contact avec nous. Si oui, essayez de recontacter le conseiller avec qui vous avez eu contact. Sinon, appelez le numéro d'Allorénov Énergie pour qu'on puisse avoir vos coordonnées et derrière, vous envoyer justement la liste d'artisans RGE pour avoir des devis, en sachant que l'entreprise qui est avec nous ce soir peut en proposer également. On continue. Ouais, c'était un peu la question, comment choisir entre les deux, si j'ai bien compris. Chaudière granulée, il y a les atouts, les inconvénients. Peut-être une question aux professionnels, c'est Oui, non seulement qui s'installe le plus. Après, ça dépend de l'espace. Ça a été un peu évoqué. Bon, déjà, pour une PAC RO ou chaudière granulée, il faut avoir un système de chauffage central, donc des radiateurs ou un plancher chauffant, première chose. Après, les avantages et inconvénients de chacun. Donc, la PAC RO, elle prend beaucoup moins de place. Donc, quelque part, c'est l'avantage. La chaudière granulée prend beaucoup de place de par le silo, qui est beaucoup plus. En fait, l'installation est beaucoup plus contraignante. Après, en termes de confort thermique, la chaudière a son avantage, parce que la chaudière ne dépend pas de l'air extérieur. Donc, elle va brûler son combustible, à savoir le bois en l'occurrence, tandis que la PAC RO a une fluctuation dans son rendement vis-à-vis de la température extérieure. Donc, une chaudière aura toujours un meilleur rendement qu'une pompe à chaleur, un meilleur confort thermique en tout cas qu'une pompe à chaleur RO.
En termes de coût énergétique à la fin de l'année, ces deux solutions aujourd'hui s'équivalent. De par les coefficients de performance des pompes à chaleur et le prix de l'électricité et le prix du granulé. Enfin, on voyait tout à l'heure votre diagramme qui était plutôt bien fait. On voyait qu'un coût au kilowattheure du granulé aujourd'hui est environ de 8 centimes par kilowatt. Et la pompe à chaleur aéro est également dans les 8 centimes au kilowatt. Donc, ça veut dire en fait qu'à la fin de l'année, si vous payez 1 000 € de bois, vous paierez aussi 1 000 € d'électricité. Voilà. Le coût énergétique sera égal. Après, la différence qu'il peut y avoir aussi, c'est le coût d'investissement initial. Sur une maison typique de 120, 130, 150 mètres carrés, l'investissement initial sera beaucoup plus lourd pour une chaudière bois qu'une pompe à chaleur RO. Si c'est des logements beaucoup plus gros, 250, 300 mètres carrés, ça commence à s'équilibrer. Après, il y a le facteur aussi des aides qui peut aider, enfin, qui peut compenser en tout cas cet écart entre la pompe à chaleur et la chaudière bois, parce que la prime rénov qui a été présentée tout à l'heure incite plus à passer sur une chaudière bois. En fait. Il y a plus d'aides pour la chaudière bois, et si vous êtes dans des faibles revenus, l'écart entre les deux primes en fait, compense l'investissement initial. Je me permets aussi de poser directement une petite question en termes de puissance. Donc, souvent, les personnes qui ont déjà un réseau de chaleur centrale, donc avec des radiateurs classiques en fente d'une maison qui a donc plusieurs vingtaines, voire 30 années, est-ce que, en termes de puissance, la pompe à chaleur, on n'a pas évoqué les différents modes de puissance, donc est-ce que haute température, moyenne ou basse? Donc, en haute température, en termes d'efficacité versus la chaudière granulée, on est toujours sur le même principe. Il ne faut pas confondre deux choses. Il y a une chose, c'est la température. Donc, la température, qu'est-ce qui définit une température? C'est votre émetteur. Donc, si vous avez un radiateur fonte nécessite de la haute température, donc 70-80 degrés. Voilà. Si vous avez un radiateur type acier ou alu, suivant leur dimensionnement sur la maison, on peut éventuellement passer sur du 60 degrés, c'est-à-dire une pompe à chaleur moyenne température. Parce que les pompes à chaleur, c'est moyenne température, c'est 55-60 degrés, haute température, c'est 70-80 degrés. Voilà. Et basse température, c'est 35 degrés, c'est le plancher chauffant. Voilà. Donc la puissance, en termes de puissance, par rapport aux différents émetteurs, que ce soit plancher chauffant ou radiateur, fonte ou alu ou ce que vous voulez, la chaudière, c'est indifférent pour elle, complètement indifférent. Par contre, dans le choix d'une pompe à chaleur, il est très important de vérifier quel type d'émetteur vous avez et quel type de température de départ il va être choisi. Donc, soit on choisit une pompe à chaleur à haute température, suivant les émetteurs qui sont sur place, haute température ou moyenne température. Après, la puissance de la chaudière, une pompe à chaleur haute température ou une moyenne température, la puissance, elle est définie de par une estimation que l'on fait de la déperdition thermique de la maison, et on en déduit la puissance de la chaudière à une température donnée. Je ne sais pas si c'est clair ou trop technique ce que je dis, mais… Moi, je trouve que c'est clair. Ouais. Ok. Parce que souvent en fait, les gens en général, enfin les personnes que je vois souvent en particulier, ils ont souvent peur de la pompe à chaleur parce qu'il y a beaucoup malheureusement d'installations qui n'ont pas été bien dimensionnées pour le coup. Donc souvent, ce qui se voit, enfin je vous fais le cas extrême, c'est une vieille maison mal isolée avec des radiateurs fonte où il a été installé une pompe à chaleur moyenne température. Donc si vous envoyez du 55 degrés dans des vieux radiateurs fonte, les radiateurs ne vont pas émettre la puissance, la bonne puissance en fait, parce que ces radiateurs sont dimensionnés à une température de 80 degrés. Quoi. Il leur faut de la température pour émettre la puissance. Et donc derrière, les pompes à chaleur ont toujours un appoint électrique, ça il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que quand en cycle thermodynamique, la pompe à chaleur ne donne pas suffisamment la puissance donnée à une température extérieure donnée, il y a des résistances électriques d'appoint. Voilà, qui vont se mettre en marche. Et du coup, les résistances électriques d'appoint, c'est un chauffage électrique. Quoi. Complètement. Donc, en fait, le dimensionnement de la pompe à chaleur, on le fait en sorte d'utiliser le moins possible
les résidences électriques d'appoint. C'est pour ça qu'on dimensionne une pompe à chaleur entre 80 et 100% de la déperdition thermique estimée. Voilà. C'est aussi pour ça que elles sont très variantes de l'environnement extérieur et donc de la géographie en fait de la maison où on installe la pompe à chaleur. Puisqu'au final, si en extérieur il fait beaucoup plus froid, elles vont devoir aller plus puiser dans sa puissance et donc elle peut vite repasser en système convecteur électrique. Non? Et voilà, enfin, si vous voulez, la pompe à chaleur, s'il fait moins 7 dehors, elle va sortir une puissance donnée. Et si cette puissance donnée en cycle thermodynamique n'est pas suffisante à la déperdition thermique de la maison à cette température extérieure, elle va aller chercher un appoint électrique pour compenser la puissance. C'est la puissance, pas la température. Hein, attention. Elle va toujours, une pompe à chaleur 60 degrés, même si elle passe en électrique, elle enverra toujours 60 degrés, elle n'enverra pas 80 degrés. Bien sûr. D'où l'importance vraiment de choisir la bonne température de départ de la pompe à chaleur et la puissance. Les deux paramètres sont importants. Ok. On continue avec une question de JPM qui demandait pour un chauffage central avec plancher chauffant à basse température, avec une chaudière gaz de type Hydromotrix. Est-ce qu'il y a des solutions préférables pour le remplacer? Et si on remplace par une pompe à chaleur RR, est-ce qu'il y a un intérêt en économie de consommation, en aide à l'investissement et en potentiel de refroidissement l'été? Alors, en aide à l'investissement, non, puisqu'il n'y a pas forcément d'aide financière sur les pompes à chaleur RR aujourd'hui. Sachant que le département ne les finance plus, que vous allez peut-être avoir les certificats d'économie d'énergie, mais ça va être relativement faible, et que vous n'avez pas d'aide avec MaPrimeRénov'. Donc, il n'y a pas d'avantage en aide à l'investissement. En économie de consommation et en potentiel de refroidissement, par rapport à un plancher chauffant, est-ce que vous avez des retours? Déjà, si vous avez un plancher chauffant, donc c'est plancher chauffant électrique, non, c'est chaudière gaz, donc je suppose que c'est un plancher chauffant hydraulique. Donc vous ne pourrez pas passer sur une pompe à chaleur RR, c'est une pompe à chaleur forcément RO, premier point. Et du coup, vous pouvez passer votre plancher chauffant en mode chauffage en été. Et refroidissement. les pompes à chaleur RO sont également réversibles. Vous pouvez passer votre plancher chauffant en mode rafraîchissement en été. En termes de ressenti par rapport à une climatisation RR, donc c'est de l'air froid soufflé. L'air froid soufflé en été, c'est de l'air dynamique, on ressent plus de la fraîcheur qu'un plancher chauffant froid, entre guillemets. Le ressenti n'est pas le même. Mais ça se fait beaucoup. Enfin, les gens qui ont des planchers chauffants, qui mettent une pompe à chaleur RO, mettent souvent font la réversibilité de la pompe à chaleur, quoi. Utilisent en tout cas. Parce que ça évite de mettre des clims, quoi, en fait. Complètement. Jeannette, tu avais quelque chose à ajouter ou on continue? Non, c'est bon. Ok. Justement, on arrive sur une question sur les coûts de chaudière qui étaient indiqués. Et là, je pense que c'est intéressant aussi de vous avoir avec nous, Monsieur Sequeira, pour savoir un peu vous, vos moyennes de prix. Par exemple, si on prend une chaudière granulée et une pompe à chaleur RO dont on venait d'évoquer auparavant, est-ce que vous avez des moyennes de prix à donner? Un ordre de prix, alors oui, j'ai vu les chaudières gaz condensation, oui, en moyenne de 5 000 €, ça me paraît cohérent. Une pompe à chaleur RO sur une maison, on va dire, de 120, 150 mètres carrés, si elle ne fait que chauffage, c'est 12 000, 13 000 € environ. Si on rajoute la production de sol sanitaire, il faut rajouter un minimum de 1 500 €. 1 500 €, ouais. Voilà. Et une chaudière granulée, pareil, pour une maison une chaudière granulée de 15 kW, on va dire, pour une maison de 150 mètres carrés, qui fait que chauffage aussi, avec un silo, il faut compter 18-20 000 €. Quoi. Voilà. Ok. Et ça, c'est du coup prix compris installation, hein, c'est pas inclus. C'est installation, après, ça dépend forcément de la marque choisie. Enfin, là, le prix de la chaudière granulée que je vous donne, c'est sur des marques réputées et connues et fiables. Après, il y a un peu de tous les prix, malheureusement. Enfin, bien sûr. Je vous donne les prix des marques. Oui, c'est une moyenne, bien sûr. Ok. Alors, je te laisse continuer, Jeunesse. J'ai des personnes qui disent qu'ils ont des problèmes de son. Ouais. Il y a la question sur la durée de vie d'une pompe à chaleur RO versus chaudière granulée. Est-ce qu'on a des retours d'expérience?
Des pompes à chaleur RO, il y a un peu de tout en fait, ça dépend. Qu'est-ce qui va dicter une bonne durée de vie d'une pompe à chaleur RO? C'est d'une part son bon dimensionnement pour éviter qu'elle ait des courts cycles notamment. Mais bon, c'est de l'ordre de 15-20 ans, quoi. Une chaudière granulée, c'est pareil, c'est 20 ans, quoi. Okay. Quand on change son système de chauffage, on part sur une base de 20 ans, quoi. Bon, personne n'a envie de changer son chauffage au bout de 10 ans, quoi. Bien évidemment. Je profite d'une question aussi qui est posée souvent lors des visites. Il y a, il y a une approche de, bien évidemment, la pompe à chaleur RO peut aussi fournir l'eau chaude sanitaire. Il y a aussi certains artisans qui recommandent plutôt d'opter pour deux systèmes, donc pour la partie chauffage PAC RO et pour l'eau chaude sanitaire, plutôt une chauffe-eau thermodynamique, donc comme une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire. Quel est votre point de vue dessus? Moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de mettre les deux, en fait. Quand on installe une PAC RO, je conseille systématiquement d'intégrer la production d'eau chaude sanitaire à la PAC RO, quoi. Je ne vois pas l'intérêt de doubler les systèmes, en fait. Il n'y a aucun intérêt, en fait, si vous voulez. C'est juste en fait pour dire si ma pompe à chaleur chauffage tombe en panne, ben, je n'aurai pas d'eau chaude. Mais enfin bon, ça sera pareil de l'autre côté, quoi. Effectivement. Si vous avez une pompe à chaleur, c'est un moyen de gonfler aussi un peu le prix. Et après, faut voir aussi qu'une pompe à chaleur RO, alors pas tous les modèles, hein, mais avec le système d'eau chaude intégré, souvent elles ont aussi une résistance électrique d'appoint, quoi. C'est-à-dire que même si votre pompe à chaleur elle tombe en panne, il y a quand même une résistance électrique dedans qui continue à chauffer votre ballon, quoi. Donc, comme un cumulus. Comme un cumulus électrique. Voilà. Et la PAC RO, elle peut aussi se combiner avec un apport solaire. Oui, bien sûr. Oui, on peut faire un chauffe-eau solaire, couplé à une pompe à chaleur, par exemple. Après, on part sur des investissements plus élevés, forcément. Ouais. Mais souvent, ce qu'on fait aussi, c'est on fait pompe à chaleur RO. Par contre, pour le coup, là, ça compense. C'est pompe à chaleur RO que pour le chauffage. Hein, et un chauffe-eau solaire que pour l'eau chaude sanitaire. Ouais. Hein. Là, ça vaut le coup parce que le chauffe-eau solaire a un meilleur rendement qu'un chauffe-eau thermodynamique. Bon. Ou qu'une pompe à chaleur RO pour la production d'eau chaude sanitaire. Ok, merci. Mais qui est plus coûteux. Alors, il y a une question plus concrète sur les variations des températures. Donc, personne habite sur le pays d'Aix. En janvier, il faisait -5 tous les matins. Bon. En tout cas, on quitte l'efficacité de la pompe à chaleur. Donc, la pompe à chaleur, comme on l'a expliqué, donc on va capter les calories dans l'air ambiant. Et donc, plus il fait froid, plus son coefficient de performance, hein, le COP, diminue. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas fonctionner quand il fait -5 ou même -10. Quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a des pompes à chaleur qui descendent à -15 et qui continuent à avoir un cycle thermodynamique. Donc, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. D'autant plus qu'on est dans une région, certes, où même cette année, on a eu, c'est vrai, un mois de janvier très froid, mais les températures négatives, vous les avez jusqu'à 9h du matin, quoi. En pleine journée, il fait 10 degrés, quoi. 8-10 degrés. Donc suffisamment efficace. Ouais. Où on récupère un bon COP de la pompe à chaleur. Ok. Et autre question annexe, c'est vous avez en termes de pose des packs RO où on avait évoqué aussi les packs OO, donc plutôt dans les nappes. Vous avez des expériences, vous avez des exemples, ça se fait plus. Alors oui, alors la géothermie, le rendement de la géothermie est bien supérieur à l'aérothermie. Le gros inconvénient, malheureusement, sur de la PAC OO, c'est l'investissement. C'est pas les sols.
le sol lui-même, je veux dire. Le sol, enfin déjà, soit on va chercher les calories dans le sol, mais du coup, il faut compter 2 fois la surface de sa maison, en gros, quoi. Donc, il faut de la place, il faut faire du terrassement, donc ça coûte de l'argent. Et l'autre solution, c'est aller chercher les calories dans les nappes phréatiques, quelque part. Donc là, il faut faire des forages, et les forages sont excessivement chers. Ouais. Donc malheureusement, ces 2 paramètres font que, alors, surtout en rénovation, la pompe à chaleur géothermique a beaucoup de mal à se placer, en fait, en termes de budget. Ouais. Malheureusement, de par ces contraintes-là, quoi. OK. Est-ce qu'il est possible de mettre une PAC RO en amont d'une chaudière gaz existante? Alors oui, c'est possible, c'est même une plutôt bonne idée. Quand vous avez typiquement une maison de 300 mètres carrés avec des radiateurs, où vous avez une grosse déperdition thermique, et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est un système hybride. C'est-à-dire qu'on va utiliser une pompe à chaleur RO dans son fonctionnement le plus optimal, c'est-à-dire entre des températures entre 3 et... Enfin, au-dessus de 3 degrés, on va dire, environ, là où elle a des COP encore acceptables et performants. Et quand on passe sur des températures basses et négatives, on bascule sur une chaudière gaz. Voilà, donc en fait, vous êtes bi-énergie. Vous utilisez le meilleur coefficient de performance de la pompe à chaleur à une température donnée, et après, vous basculez sur la chaudière gaz. Okay. Donc, c'est possible de coupler les deux, en tout cas. Okay. Même question, même réflexion. Là, c'était plus pour la chaudière gaz de ville. Même question pour la cuve en propane. Donc, rester aux chaudières propane, gaz de propane, et d'avoir quand même la pompe à chaleur RO. Oui, c'est tout à fait. Enfin, ça revient au même de ce que je viens d'expliquer par rapport au gaz de ville. Je crois que la question pour la cuve propane, c'était plus pour la dépose de la cuve si c'était financé. Ah, ça, je pense que non, par contre, ça, c'est pas financé. Et non, c'est pas. Je l'ai répondu. C'est votre fournisseur de gaz, Butagaz ou je ne sais qui vient vous la déterrer, quoi. Complètement. Normalement, vous n'en êtes pas propriétaire. Enfin, généralement, la majorité des personnes ne sont pas propriétaires des cuves gaz. Et du coup, quand vous vous séparez de votre chaudière gaz propane avec votre cuve, soit enterrée, soit aérienne, ils sont obligés de venir la récupérer et vous rembourser j'ai perdu le mot. Enfin, bref, vous m'avez compris. Oui. Si on continue... Pas de problème. Si on continue sur les questions, il y en a certaines auxquelles j'ai directement répondu, pour les listes d'artisans, etc., que j'ai répondu par message directement. La prochaine question, c'était le coût approximatif, justement, d'enlèvement d'une cuve fuel qui n'est pas enterrée, à peu près 2000 litres. Alors, une cuve aérienne en plastique non enterrée, donc de 2000 litres, c'est un budget environ de 700 €. Et enterrée, soit vous faites une neutralisation, donc là, il faut la remplir de sable. Là, c'est plutôt un coût dans les 1200-1300 €, soit vous la déterrez, et là, c'est un coût un peu plus élevé que je ne saurais vous dire, parce qu'on le fait très rarement. D'accord. OK. Bon, concernant les aides pour les pompes à chaleur RR, j'ai déjà évoqué, à part les certificats d'économie d'énergie, il n'y en a pas et ça ne va pas être très élevé. Les questions concernant les sociétés, concernant les artisans qu'on peut recommander, etc. C'est pareil, je vous invite à contacter le numéro d'Allorénov Énergie pour prendre contact avec un conseiller qui, lui, vous enverra des listes d'artisans qu'on a référencés dans le coin, dont E2S fait partie. Et la question si E2S se déplace à 30 km à l'ouest de Marseille, est-ce que c'est encore dans votre champ d'action? Ça va vraiment dépendre de votre projet, en fait. OK. Il faudra voir, n'hésitez pas à nous appeler et on discute directement avec moi et on discute avant que je me déplace pour faire une visite technique. OK. Ensuite, il y a une question assez intéressante justement qu'on n'avait pas évoquée sur l'acoustique et sur le bruit que peut avoir une pompe à chaleur. Est-ce que c'est bruyant? Alors aujourd'hui, quand même, les fabricants ont vraiment fait des gros progrès là-dessus. Une pompe à chaleur RO, une puissance classique, on va dire 10-12 kg, ça émet 40 dB, quoi.
c'est vraiment, c'est pas grand-chose en fait. C'est pas un bruit vraiment ennuyant, quoi. Donc, Mais il me semble qu'il y a quand même il y a pas une réglementation en termes de pause, qu'elle ne doit pas se trouver devant une baie vitrée ou une fenêtre avec une certaine distance, par exemple par rapport au voisinage, ce genre de choses. non, pas forcément. Après, il peut y avoir en effet des contraintes par rapport au voisinage. Ça, oui. Peut-être que dans les PLU, il y a des contraintes par rapport à ça. D'accord. Après, généralement, cette question est souvent, souvent des inquiétudes sur le fait qu'elle soit bruyante, mais déjà, d'une part, elles sont plus bruyantes. Enfin, de nouveaux équipements ne sont plus bruyants. Oui, c'était peut-être le cas auparavant, mais beaucoup moins aujourd'hui. Souvent la marque que vous choisissez. Et le deuxième point, c'est que la pompe à chaleur, elle fait du chauffage et elle fonctionne en hiver quand vous avez les fenêtres fermées. Quelque part, le bruit est beaucoup moins contraignant qu'une clim en été qu'on entend quand Oui. il est dehors. Ok. Hop. Là, il y a une question, si votre ancienne chaudière, quand on change de chaudière par un autre système, nous, professionnels, on évacue votre chaudière, on s'en occupe, quoi. Enfin, c'est inclus dans des prestations, quoi. Vous n'avez pas à l'évacuer. Vous la retirez. Ok. Est-ce que les primes sont cumulables si on combine deux systèmes de chauffage poêle à bois et clim réversible? Oui. Néanmoins, encore une fois, pour les clims réversibles, vous n'allez pas avoir grand-chose. Si on continue... La question, si vous proposez le passage pour obtenir un devis, si c'est gratuit ou pas, si j'ai bien compris la Nous, question. quand on fait une visite technique chez un client, c'est systématiquement gratuit pour faire un devis. Ok, mais vous préférez d'avoir un échange en amont pour voir un peu Idéalement, oui. Enfin, généralement, quand le client appelle, on discute 5-10 minutes pour parler un peu du projet avant de se déplacer. Oui, en effet. Les aides sont-elles conditionnées à des travaux réalisés par un professionnel ou l'achat du matériel permet-il de servir de justificatif? Les aides sont bien conditionnées aux travaux réalisés par un professionnel RGE. Donc, si vous achetez vous-même le matériel, ça ne fonctionnera pas. Hop. Alors, selon ma propre expérience, une pompe à chaleur RO est onéreuse en matière de coût, bien qu'elle offre un bon confort, mais supposé au bout de 10 ans, le changement de carte mémoire ou de compresseur, ou dans le meilleur des cas, les sondes. Oui, ça fait partie un peu de l'entretien D'une pompe à chaleur. d'un équipement de chauffage qui peut être plus ou moins contraignant entre une pompe à chaleur et une chaudière. Mais oui, ça arrive qu'il faut changer des cartes de régulation ou des compresseurs au bout de quelques années. D'où l'important de choisir de s'orienter vers des marques fiables. Bonjour, je suis propriétaire non occupant. Ai-je droit aux aides ou sont-elles limitées? Johannes? Mais je propose qu'on raccourcit un peu les questions sur les aides financières. Ouais. Je vous recommande plutôt de nous contacter. Donc, il y a, selon votre statut, revenu fiscal, est-ce que vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou résidence principale ou secondaire, etc. Vous mieux de le voir avec nous directement. Le principe, c'est que, petite remarque quand même sur les aides, MaPrimeRénov' et les aides, en tout cas le coup de pouce chauffage, c'est deux aides financières votées jusqu'à la fin de l'année, donc avec un cadre qui est sûr et certain. Pour l'aide du département 13, ils fonctionnent sur budget. Ils ont un budget actuellement. On ne sait pas combien il reste. Cette aide-là, nous n'avons aucune visibilité sur la durée. Et pour l'année prochaine, on ne sait rien. Et voilà. Pour petite. Donc, on continue sur les questions un peu plus. Enfin, s'il reste des questions techniques. Ouais. Là, il y a pour une vieille maison mal isolée. Quelle est la solution la plus efficace? Plus efficace. Alors, de manière générale, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre confort et bien évidemment pour l'environnement,
Et pour votre portefeuille, c'est de renforcer l'isolation. Et comme on l'a évoqué, et comme ce qui était dit, c'est si vous optez pour une installation selon l'état de votre maison aujourd'hui et ensuite vous réisolez derrière, vous vous retrouvez forcément avec un appareil, voire beaucoup trop puissante. Et voilà. Est-ce que la pompe à chaleur peut être modulable pour cette cas de figure? Ça, je ne sais pas. Monsieur Sequeira. Ça, c'est un point très important que vous soulignez. Enfin, globalement, quand on pense à changer son système de chauffage, il faut d'abord penser à faire un état des lieux de son isolation de la maison, quoi. Donc, d'abord, réfléchir à comment réisoler ma maison sans rentrer dans des projets faramineux. Mais souvent, isoler des combles, c'est plutôt simple à faire et ça vous fait gagner énormément, quoi. Voilà. Après, quand il y a des projets plus compliqués où il faut aller chercher de l'ITE, de l'isolation par l'extérieur, il faut réfléchir à 2 fois. Mais d'abord, c'est important de raisonner isolation, hein, avant de réfléchir à changer son appareil de chauffage. Si. Quelle est l'emprise au sol en mètres carrés d'une pompe à chaleur RO pour une surface habitable d'environ 150 mètres carrés? Vous avez le bloc extérieur qui fait 1 mètre par... pas si imposant, ouais. 1 mètre de large sur 1 mètre de haut, on va dire. Ouais. Et après, à l'intérieur, surtout, ça prend un peu de place, quoi. Enfin, vous avez l'unité intérieure de la pompe à chaleur, qui, si elle fait que chauffage, c'est un gros rectangle mural. Et après, vous avez ce qu'on appelle un ballon tampon qu'on met systématiquement dans une rénovation. Et donc de l'hydraulique entre les deux qui prennent un peu de place. Donc ça dépend de... Il faut voir comment est fait votre local technique, en fait. Mais donc, il faut quand même avoir un espace approprié à l'intérieur pour mettre ces modules intérieurs. Pour une installation d'une PAC RO, il faut systématiquement un petit local technique pour installer tout ça. Avez-vous des projections d'évolution du coût d'énergie pour les prochaines 10 ans? Bois, électricité, fuel, gaz. Bon, si vous voulez, je peux sortir un boule de verre, hein, en verre. Après, cette question, elle est un peu intéressante. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que l'énergie bois, c'est quand même l'énergie la plus stable depuis ces 10 dernières années, parce qu'elle n'est justement pas indexée sur les énergies fossiles. L'électricité, malheureusement, augmente exponentiellement parce qu'on est basé sur l'indexation au gaz au niveau européen, même si en France, nous sommes zone nucléaire. Et le reste, fuel, il faut l'oublier, quoi. Voilà. Ça résume quand même bien la situation. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions techniques? Tu envoies une Johannes ou pas? Je survole un peu. Il y a une question sur est-ce qu'il faut faire un audit énergétique, donc une étude énergétique avant de décider choisir le système de chauffage. Alors, ça dépend. Soit vous connaissez bien votre maison, peut-être pas. De manière générale, ça peut effectivement clarifier un peu, surtout la question des déperditions, quels sont les gains en termes de si vous renforcez l'isolation. Et bien évidemment, oui, une audit, en tout cas une étude thermique, par exemple, par nos structures, peuvent vous également montrer le retour sur investissement. Comme M. Sequeira a évoqué, en fait, les 2 systèmes qu'on a évoqués, la pompe à chaleur RO et la chaudière granulée de bois, finalement, il n'y a pas d'énorme différence en termes de coût de fonctionnement. Mais ce qui va énormément jouer pour vous, c'est le coût de l'investissement, notamment moins les aides financières. Donc, le reste à charge. Et là, clairement, le département a fait le choix de ne pas soutenir directement les chaudières granulées de bois. Mais du coup, vous avez une aide financière de l'État qui est plus élevée.
mais pas les 3 000 € du département. Donc forcément, ça, souvent, en tout cas, ce qu'on voit, c'est un effet. Hein, le choix n'était peut-être pas pris consciemment, mais un ménage aux ressources intermédiaires, voire modestes, ils optent plutôt pour donc la pompe à chaleur RO parce qu'il y a plus d'aide financière derrière. Voilà. Après, faire un audit énergétique, ça va être pertinent si vous avez un projet de rénovation qui peut être un peu plus global. Si vous pensez également à faire l'isolation de votre logement, à travailler sur d'autres postes de rénovation énergétique, là, il va avoir toute la pertinence. Est-ce qu'il y a des aides financières? Oui, il y en a, qui sont entre 500 et 300 € selon vos conditions de ressources, des très modestes aux intermédiaires. Et l'audit énergétique donne aussi accès, si vous êtes sur un projet global avec un certain gain énergétique de 55%, il vous donnera accès à des aides plus importantes aussi en rénovation globale. Donc ça va être vraiment pertinent si on est dans ce projet de rénovation performante, rénovation BBC, rénovation globale avec différents postes de travaux, de là à dire de vous conseiller de faire un audit simplement pour changer un système de chauffage, à voir d'avoir d'un premier temps avec l'artisan ce qu'il peut vous préconiser, votre situation technique, ce qu'il est possible de faire ou non. Et puis derrière, si vraiment vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Mais est-ce qu'il faut procéder? Non. Ok, et une autre question concernant les réseaux de chauffage urbain au bois, par exemple à Aix, ça existe. Est-ce que c'est réservé que au collectif ou est-ce qu'une maison individuelle en ville peut se raccorder à ça? Alors, de ma propre expérience, c'est surtout intéressant pour les copropriétés, en tout cas pour les grosses besoins de chauffage. Souvent, ce qui va forcément limiter le choix, c'est le coût de raccordement. Même si c'est quelques mètres, c'est très, très cher. Et voilà. Je crois qu'on a la même question que tout à l'heure au niveau de l'emprise au sol, mais cette fois-ci pour une installation granulée. Donc silo plus chaudière plus ballon. Le silo, il faut compter, ça dépend de la maison, mais pour un silo de 3-4 tonnes, il faut compter 4 mètres carrés au sol. Et puis la chaudière plus le ballon, je dirais pareil, quoi. Donc, il faut bien un local de 8 mètres carrés, quoi, minimum. Environ. Ouais. Et en termes de hauteur, le silo, ça. Il faut minimum, c'est une très bonne question, il faut minimum 2 mètres de hauteur. Hein. Donc il faut penser à ça aussi, ouais. Ok. Et on arrive donc à la dernière question qui a été posée, je crois. C'est qu'il y a une question d'aide financière, il me semble. Pour une installation de chaudière gaz à condensation, les radiateurs sont-ils pris en charge par les aides ou seulement la partie matérielle chaudière? Même chose pour la main-d'œuvre, était prise en charge dans la globalité de l'installateur. De l'installation, pardon. Jeannès? L'installation d'une chaudière à gaz, les radiateurs sont pris en charge? Non, si je ne me trompe pas. En tout cas, pas pour l'aide de l'État. En fait, voilà, c'est ça, c'est comme c'est un montant fixe, c'est un forfait, hein, c'est une prime fixe. Donc, qu'importe le montant de devis, pour ma prime rénov et pour les certificats d'économie, ça va être un montant précis. Ça ne dépendra pas de ce que vous avez sur le devis. Tant qu'il y a une chaudière à condensation, radiateur ou non, ça sera le même montant de prime. Pour le département des Bouches-du-Rhône, il me semble qu'ils prennent tout en compte. Qu'ils prennent les radiateurs, la main-d'œuvre et les générateurs. Ils sont un peu plus souples, exactement. Donc, ils prennent plus en compte, exactement. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, dans tous les cas, si vous n'avez pas encore pris contact avec nous, de nous contacter pour avoir un échange sur votre maison, votre logement, ce qu'on pourrait faire chez vous. Également, n'hésitez pas de faire appel à la société E2S, donc, qui nous a bien expliqué les particularités techniques ce soir. Et voilà. On a fait le tour. Le webinaire il sera enregistré, il sera diffusé également par la suite en rediffusion sur YouTube. Et puis on vous enverra donc à ceux qu'on a dit, contactez le numéro à Rénov Énergie pour qu'on puisse vous envoyer derrière des listes d'artisans. Et si vous voulez plus d'explications pour votre projet, voire un accompagnement, pour qu'on puisse vous accompagner là-dedans. Nickel. Merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Merci à M. Sequeira. De rien. Merci. Et puis, je vous dis à bientôt.
Allez, Au revoir. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Quelle adresse YouTube? Ce sera le compte YouTube de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Ouais, exactement. Bon, moi, je me déconnecte aussi. Merci à toi, Bastien, Avec plaisir. et bonne soirée. À toi aussi. Salut. Salut.